Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101. Johan Gillet, bonsoir. Bonsoir Thierry. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Qui a dit ça ? Ah, ça aurait pu être Bernard Cazeneuve. Allons, calmez-vous. Bon, il est un peu plus grand et un peu plus vieux, du XVIIIe siècle. Et on en parle aujourd'hui parce que c'est le bac français. Ah ! Et c'était le texte de Diderot. Le texte de Une Diderot. partie du texte de Diderot. Absolument. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Tout périt, tout passe, il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Qu'il est vieux, ce monde. Il est vieux, ce monde ? Oh, ce monde, il est ancien, forcément. Il a plusieurs milliards d'années. Plusieurs centaines de milliards d'années. Écoutez, non, moi, ce que je crois, c'est que oui, tout périt, tout passe. Non, je crois en la mémoire. Moi, c'est ce que je trouve beau chez l'humain, chez l'homme, c'est qu'il a cette faculté à se souvenir et donc à passer. Les familles, les religions, tout cela passe. Vous avez des anneaux de famille qui se transmettent, vous avez des croyances qui se transmettent pendant des siècles et des millénaires. Non, les choses peuvent durer, à condition bien sûr que celles et ceux qui sont les passeurs n'éteignent pas l'espèce à laquelle ils appartiennent. Et Johan Gillet, le 9 juin 1985. Pareil. Oui, vous êtes l'homme qui monte en Touraine, paraît-il. Je sais pas, ce que tout le monde me dit, que vous êtes l'avenir de la Touraine. Faut se méfier des on-dit, vous savez. Ouais, on est un con, comme... Exactement, c'est ce qu'on apprend en journalisme. Ouais. Et donc vous êtes journaliste à la base. Absolument. De métier. Alors oui, vous êtes né où ? Je suis né à Chambray-les-Tours, à la clinique du Parc, pour être précis. À la clinique du Parc. Elle existe encore, cette clinique ? Elle n'existe plus, maintenant c'est une maison de retraite. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec... Justement. Ouais, c'est curieux quand même. Oui, absolument. Non, mais Vous voyez écoutez, bien que tout passe, tout lasse finalement. Ouais, tout passe. Mais non, mais je trouve ça très bien. Moi, j'adore le respect des temps de la vie. Vous savez, on s'est amusé à faire un petit blason de famille parce qu'on trouvait que c'était sympathique, nous autres roturiers dans notre famille, d'avoir une petite projection de nos valeurs communes. Et dedans, on s'est fait, on va dire, au niveau du cimier, tout en haut du blason des armoiries, on s'est fait un phénix à 3 têtes qui symbolise à la fois la Renaissance, mais les 3 âges, l'enfance, l'adulte et la vieillesse. Et on pense que tout ça est un cycle, un cercle. Tout ne commence pas avec soi, tout ne finit pas avec soi. Et moi, je crois beaucoup à ça. Alors, c'était votre anniversaire il y a peu. Oui, le 9 juin. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a offert comme cadeau ? Mon fils m'a offert une plante, une très jolie plante. Enfin, mon fils de 3 ans et demi aidé de sa maman. Oui. On m'a offert également une machine à gaufrer, justement, les en-têtes des courriers que l'on envoie. Il paraît qu'il y a d'autres cadeaux qui m'attendent. J'attends avec impatience ce week-end. Alors, donc votre fils a 3 ans, vous, votre enfance, vous la passez en Touraine. En Touraine. À Tours, entre Vouvray, La Riche et Tours. Ouais. Un premier souvenir d'école ? C'était bien l'école ? Oui, c'était très bien l'école. Puisque le sujet du harcèlement est évidemment beaucoup traité dans l'actualité, je ne suis pas de ceux qui ont eu à connaître le harcèlement. J'ai cette chance-là. Ouais. J'ai des souvenirs magnifiques d'école. J'ai des souvenirs même de la première année de maternelle, notamment un souvenir très précis où je me souviens qu'on avait fait venir à l'école des dentistes qui nous apprenaient à nous brosser les dents. J'ai cette image très précise de là. J'ai des souvenirs aussi de bagarres dans la cour de récréation. Déjà des gauchistes ça. Des gauchistes, non. Heureusement, quand on est enfant, on se réconcilie très vite et on ne s'enferme pas dans des idéologies parce que les enfants se détestent autant qu'ils s'aiment. Vous aimez bien l'école ? Le collège ? Bien ? Le collège, très bien, oui. Ouais. J'avais des profs formidables, notamment un prof auquel je tiens à rendre hommage, qui s'appelle Alain Ferré. C'était un prof de français et en même temps mon prof de théâtre, avec qui je viens d'ailleurs là de me produire il y a peu de temps sur la scène de l'Escale, puisque en revenant à Tours récemment, je suis retourné dans la troupe de mon enfance et nous venons de nous produire avec mon prof de mon enfance, Alain Ferré. Vous êtes un théâtreux, en plus, vous êtes comédien. Oh, très amateur. Très amateur. Amateur, c'est bénévole, mais ça veut pas dire professionnel. Oui, puis ça veut dire aussi qu'il y a une indulgence dans la création finale au moment de présenter le spectacle, et on compte sur l'indulgence et la bienveillance du public. Bien sûr. Le lycée ? Le lycée Balzac. Les filles ? Les filles ? C'est fait pour. Écoutez, les filles, il y en a eu. Oui, enfin le lycée c'est fait pour rencontrer des filles, le reste n'a pas beaucoup d'importance. C'est ce qu'on a fait. Ça s'est bien passé, c'était sympa. Et ça s'est très bien passé. Bande de copains, tout ça. Oui, très bonne bande de copains auxquels je rends, je dis un grand coucou et un grand hommage parce que c'était une très belle période de ma vie. Vous êtes encore une de ces générations qui lisait les résultats du bac sur un grand panneau devant le lycée ? Absolument. Dans le journal. Enfin bon, c'était pas une surprise d'avoir le bac pour vous ? Non, pour tout vous dire, au niveau du lycée, je commençais, ça y est, à m'ennuyer un petit peu, excepté en cours de philosophie. Alors n'en profitez pas pour faire une passerelle en me demandant quels sont les grands philosophes que j'ai étudiés et ce qu'il m'en reste, parce que pour ça il faudrait que je me replonge dedans. Effectivement, j'avais un professeur de philosophie extraordinaire au niveau de la terminale qui s'appelait Monsieur Dubois et qui m'a donné le goût, en tout cas, de la dialectique et du débat. Un philosophe préféré ?
Écoutez, non. J'ai aimé la définition du bonheur d'Alain. J'aime beaucoup la philosophie développée par Aristote, par Platon. Voilà, moi, c'est plutôt de cette époque-là, l'Antiquité. Quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe après le lycée ? Qu'est-ce qui se passe après le lycée ? Écoutez, la fac, une école. J'entre en école de journalisme à Tours. Une école de journalisme à UT de Tours, oui, bien sûr. Le PJT, l'école publique de journalisme de Tours. Ah, c'est connu. Oui, très connu et de très très bonne qualité. En tout cas, c'était le cas à l'époque et j'ai cru comprendre que c'était toujours le cas aujourd'hui. Et une école publique, donc ça ne fait pas partie de ces écoles qui coûtent très cher et je suis très heureux d'avoir été pris parce que ça a permis aussi à mes parents de ne pas avoir à financer des études trop chères pour arriver finalement au même résultat, c'est-à-dire un niveau journalistique, j'imagine, aussi correct que celui de mes confrères et consoeurs. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans une école de journalisme concrètement ? On apprend à poser des questions comme vous. Ouais, mais je ne suis pas journaliste justement. Donc on apprend une discipline de l'esprit, du questionnement, on apprend une méthode de synthétisation, on apprend une façon de faire parler et de parler aussi soi-même, par exemple à la radio, qui n'est pas tout à fait la même façon de parler qu'à la télévision, tout simplement parce que la radio ne peut souffrir de grands silences, puisqu'il n'y a rien d'autre qui peut prendre le relais, alors qu'à la télévision, vous avez la gestuelle. Et puis c'est encore différent bien sûr de la presse écrite. Je dirais que c'est au carrefour de la presse écrite, il faut savoir parler, il faut avoir une syntaxe qui fonctionne et il faut évidemment savoir aussi titiller l'imaginaire, là où à la télévision l'imaginaire est happé par l'écran. Et déjà attrapé par l'écran. Question que je me suis toujours posée sur les journalistes de l'audiovisuel. Quand on met un journaliste, un chiffre, il y a une erreur. C'est assez énorme, quoi. Il y a aucune. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une valeur absolue ce que vous dites. Il peut arriver qu'il y ait des erreurs en journalisme, comme il peut arriver qu'il y ait des erreurs médicales, comme un dentiste peut malheureusement vous rater au moment de vous soigner, ce qui n'enlève rien à la nécessité de la profession. Vous avez des idoles dans le journalisme ? Est-ce que j'ai quoi ? Des idoles ? Des idoles dans le journalisme, je ne suis pas un homme d'idole, vous savez. On m'a appris très jeune à me méfier de l'idolâtrie. Oui, bien sûr. Surtout les gens avec lesquels j'ai travaillé, je vais commencer par là. Serge Moati, par exemple, qui d'ailleurs n'a jamais eu sa carte de journaliste, sa carte de presse. J'ai aimé sa façon de faire parler. Alors lui, Serge Moati, il est surtout connu pour des reportages politiques, il a des grands portraits, connu beaucoup, grand format. Oui, il est connu pour deux choses. En fait, c'est vous qui faisiez tout. Non, pas du tout. Il a été connu d'abord parce que c'est un monsieur, pauvre Serge, qui m'a précédé de bien des années, sans vouloir être désagréable sur le plan de l'âge. Mais enfin, il a 76 ans, j'en ai 38 maintenant, donc heureusement que Serge Moati ne m'a pas attendu. Et c'est moi qui ai beaucoup appris auprès de lui. J'ai appris à écouter, à questionner, pas comme un journaliste, mais comme un citoyen. C'est-à-dire comme quelqu'un qui écoute et sans question formatée, pas de formatage avec Serge Moati. Parce que le journaliste n'écoute pas. Non, c'est pas qu'il n'écoute pas, c'est qu'il y a très souvent un style journalistique très incisif, et la manière d'être incisif pour Serge Moati, c'était d'être rond. C'est-à-dire que le caractère incisif était caché dans la rondeur. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est très jésuite, ça. Ah oui, d'une certaine façon. Comme façon de faire. Donc ça, c'est l'école que vous faites, le PJT, à Tours, suivi directement par le boulot, quoi, on y va. Oui, et j'ai même envie de dire en même temps. En même temps, j'ai très vite... Alors nous avons Sophie, stagiaire, qui tout de suite s'énerve dès qu'on dit Macron. Ah oui, c'est le mot à pas prononcer. Écoutez, c'est interdit, ça. Il faut peut-être attendre encore quelques années, 2027, et puis normalement, compte tenu de la façon dont est faite non, mais c'est pas grave, elle est républicaine. Elle est républicaine. Donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Pardon, je vous ai coupé. Au sens générique du terme, attention, pas les républicains. Je vous ai pas coupé. La confiscation de ce genre de terme, moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait fait mal quand Nicolas Sarkozy s'était battu pour avoir les républicains comme terme. Donc vous avez commencé à travailler en même temps, donc, en même temps, que l'école. J'étais allé voir Paul Amar était venu à l'école de journalisme de Tours pour nous parler de son parcours, notamment aussi bien sûr de ce fameux moment des gants de boxe face Bernard Tapie contre Le Pen. Absolument. Et ensuite on était monté le voir c'était pas très malin, ça. À Paris. J'ai pas jugé ça, je pense qu'il faut connaître les coulisses de cela. Ouais, bon. Non mais les coulisses il n'avait pas du tout envie de présenter ce débat parce que effectivement il estimait que faire débattre des populismes ensemble ne revenait pas à faire de la politique mais du spectacle, et lui voulait faire de la politique. Donc il avait présenté sa démission à Jean-Pierre Elkabbach à l'époque. Jean-Pierre Elkabbach l'a refusé. Il a donc animé ce débat, mais en montrant son désaccord, en montrant qu'on n'est pas là pour faire des matchs et se taper dessus. Bref, en gros, il a agi en républicain. Et moi, je me souviens quand il y avait le débat Mitterrand-Giscard en 74, c'était animé par Alain Duhamel. Alain Duhamel. Aujourd'hui, quand combien de temps 48,
49 ans plus tard, Oui. j'allume ma télé, je vois Alain Duhamel. Mais vous savez que En fait, quand on dit que les politiques trustent les places très longtemps, les journalistes... Après, vous savez, on a eu cette discussion... Pardon, je pense à ça parce que vous parliez d'El Kabbach, c'est pareil. Non, mais j'entends bien, mais d'ailleurs, le risque, c'est de se caricaturer soi-même, parce que l'on a très souvent, on est imité quand on dure à la télévision. Par exemple, Nicolas Canteloup, Laurent Gérard imite El Kabbach. Et quand vous écoutez les premières émissions de Jean-Pierre El Kabbach, il parlait tout à fait normalement lorsqu'il interrogeait les gens. Puis ensuite, des gens comme Laurent Gérard, comme effectivement Nicolas Canteloup ont commencé à l'imiter en faisant « Allez-y, je vais vous poser une question très douloureuse, très violente. Alors, comment allez-vous, Thierry ?» Et en fait, ils ont commencé à l'imiter, et en fait, il est devenu sa propre marionnette parfois. Et il le fait bien, hein. Il fait super bien. Il est très fort. Et c'est bien qu'El Kabbach parle comme ça maintenant. Il y a beaucoup de gens comme ça qui, trop conscients de l'interprétation publique qui est faite d'eux-mêmes, finissent par devenir leur propre marionnette. C'est ça le risque de rester trop longtemps. Pour le reste, je me souviens de la discussion qu'on a eue avec Sophie il y a une semaine lorsque nous avions débattu. C'est Sophie la stagiaire. Ah, Sophie, oui. C'est son nom de famille d'ailleurs, elle s'appelle la stagiaire. Moi je l'appelle Sophie et je vous laisse l'autre appellation, et comme je suis courageux. Et on a vu ce débat sur effectivement place aux jeunes, etc. Moi je dis place à l'humain, c'est-à-dire l'humain, ce sont les 3 générations qui se donnent la main en permanence et qui ne doivent jamais se défaire. Trop de gens, bien intentionnés même parfois, nous feraient presque oublier qu'il y a des gens qui ont bâti avant nous. Et si on doit pouvoir aller plus loin, il faut aussi savoir d'où l'on vient, ça c'est très important, ça s'appelle les racines. Donc un tiers pour apprendre, un tiers pour faire, et un tiers pour se reposer. Pourquoi pas ? C'est ça la vie en fait. Oui, je pense qu'il y a de ça. En tout cas, l'oisiveté est quelque chose d'important. Alors on va pas revenir sur le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, emprunté d'un penseur qui a beaucoup pignon sur rue en ce moment. Enfin, le droit à la paresse, vous savez, à partir du moment où ça ne s'oppose pas à la notion de travail. On a diabolisé le travail parce qu'on l'a confondu avec l'organisation du travail, du temps de travail, on l'a associé à quelque chose d'oppressant alors que le travail est libérateur. N'oublions jamais que la libération des femmes s'est faite aussi, peut-être même d'abord, par le travail. Alors aujourd'hui, violenter la notion de travail alors que ça a été un instrument de libération, c'est un instrument d'oppression à partir du moment où des gens s'approprient des hiérarchies qui sont mal à propos, si je puis dire, malvenues, installent un rapport de dominant-dominé. Donc là, c'est forcément le contrat de travail est par nature conflictuel. Si je suis patron, je suis là pour que vous, employés, vous travailliez le maximum et pour vous payer un minimum. Et inversement, c'est... De tout mon cœur, j'espère forcément. Que non. Vous savez, c'est un peu comme la rhétorique, vous savez, une discipline qui m'est chère. Ah oui, mais je crains le pire. La rhétorique, si vous voulez, elle peut être sophistique ou elle peut être éthique. Il y a des débats qui se sont installés là-dessus. Et bien, le travail, c'est la même chose. On peut avoir par essence l'amour de l'autre et considérer que cet amour-là, cette affection, cet altruisme ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. On est aussi citoyen en entreprise. On n'est pas que travailleur. Oui, mais enfin bon, le patron est là pour gagner un max de thunes. Je ne crois pas. Il y a des patrons qui sont là il y a des patronnes qui sont là pour gagner un max de thunes. Puis il y en a d'autres qui sont là pour donner vie à des projets et qui ont compris et qui savent, et ils n'ont même pas besoin de le comprendre parce que je crois que c'est intuitif, ils savent que c'est ensemble que l'on gagne. Je poursuis sur l'histoire de mes armoiries, nous avons aussi 3 abeilles qui montrent que le travail en collectivité est bien plus important que le travail seul. Seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. En fait vous êtes vachement de droite. Ah bon, pourquoi ? Parce que vous êtes pour privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes dans tout ça. Quand vous dites c'est une notion d'équipe, la privatisation des bénéfices, en fait on voit bien comment ça se passe. C'est exactement l'inverse. Moi je pense que les bénéfices doivent bénéficier au plus grand nombre, à condition bien sûr que chacune et chacun à un moment donné aussi montre qu'il y a une reconnaissance envers ce bénéfice-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir comme ça, banquer, comme le font d'ailleurs aussi les actionnaires. Ce qui est valable pour les actionnaires est valable aussi pour ceux qui profiteraient comme ça de ces bénéfices. C'est-à-dire on n'a pas des bénéfices sans rien faire, on a des bénéfices parce qu'ensemble nous bâtissons des choses. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment il n'y a qu'à vous brancher et pas ça y est on est parti sur la lutte des classes, tout ça. Non mais parce que tout est politique. Tout est politique. Tout est politique. On a réduit la politique à des batailles de clans, de camps, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a essayé d'expliquer aux citoyens que faire de la politique, c'était pas être citoyen, c'était être politicien. La politique, elle réside dans le citoyen. Chaque citoyen, à chaque instant, vous êtes en train de faire de la politique. Sophie est en train de faire de la politique. Je suis en train de faire de la politique. Et ne laissons pas la politique aux mains de technocrates, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des notions, bien sûr, de gestion du pouvoir, de compréhension des organismes. Mais tout est politique, c'est-à-dire que tout est pensé. La politique, qu'est-ce que c'est ? C'est organiser la vie des gens, c'est-à-dire du plus grand nombre, en dépassant l'intérêt individuel pour aller vers quelque chose qui nous est commun, transversal, collectif. Ça passe d'abord par une phase de questionnement. Dès lors qu'on commence à se questionner, à penser, on fait de la politique. Est-ce que vous vous souvenez de votre première feuille de paye ? Oui. Vous n'êtes pas senti de gauche ce jour-là ? Non. Non, parce que... Alors attention, encore une fois,
quand on émet un jugement sur quelque chose, il faut toujours savoir d'où l'on parle. Je ne suis pas un enfant... Vieille rhétorique maoïste, ça. Non, mais c'est... D'où tu parles, camarade. Ou d'Aristote, vous savez, son triangle rhétorique, ethos, pathos, logos, d'où je parle, de quoi je parle et comment j'en parle. Et Sophie, j'ai rien compris. D'où je parle, vous avez tout compris. Ethos, c'est l'éthique. Oui, bien sûr. L'éthique, c'est votre corpus de valeurs, c'est ce qui vous caractérise, c'est d'où vous parlez, finalement. Pathos, c'est... Le pathos, c'est l'empathie, c'est la façon dont vous parlez aux gens, la façon dont vous les considérez, dont vous avez compris quel était le vocabulaire qui allait être le mieux reçu au regard du public qui est avec vous ce jour-là, de l'auditoire. Et le logo, c'est la logique. C'est est-ce que ce que vous dites, ça tient la route. D'accord. Donc, alors, cette première feuille de paye. Alors, cette première feuille de paye, je me suis pas senti de gauche. J'étais plutôt fier d'avoir ma première feuille de paye, c'est-à-dire d'aller vers ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir à trop demander aux parents pour pouvoir, à un moment donné, d'abord leur dire merci de nous avoir accompagnés jusque-là, d'avoir fait ce chemin. Et Dieu sait si j'ai une chance considérable d'avoir eu les parents que j'ai eus. Et ensuite de dire, vous allez voir, vous pouvez me faire confiance, ce que nous avons fait ensemble, le fait que vous m'ayez fait confiance dans les études, eh bien vous allez le retrouver aujourd'hui dans la qualité du travail qui, je l'espère, va être reconnue par mes employeurs, et c'était le cas. Je suis entré en stage à LCI, par exemple. Ça, c'est votre premier boulot après post Oui, j'ai commencé à participer à l'émission, je vous le disais tout à l'heure, de Paul Amar, les 109, puis ensuite, l'année d'après, D'un monde à l'autre, puis ensuite, États généraux, où là, je n'étais pas payé pour une chose très simple, c'est que je n'étais pas tenu d'être présent, c'était de la chronique en fonction de mes disponibilités. Donc, c'était pour moi une chance. Et vous voyez que tout ne se mesure pas en salaire. Attention, là encore une fois, ça dépend d'où on parle. Ça dépend des urgences des gens. Je n'étais pas quelqu'un de riche, mes parents n'ont jamais été des gens riches, mais je n'étais pas quelqu'un qui était dans le besoin immédiat, absolu de l'urgence. Donc j'ai eu ce petit confort de pouvoir commencer à travailler comme ça pour découvrir, puis d'être un peu payé en stagiaire, puis un peu mieux payé parce que spontanément LCI m'a augmenté alors que j'étais dans un barème, une grille de salaire qui était inférieure, puis de fil en aiguille. On est en quelle année à peu près là ? Nous sommes alors quand j'étais avec Paul Amar, c'était entre les années 2004 et 2006, et quand je suis entré à LCI, ça doit être 2007, j'ai fait un petit tour par Europe 1 avant, pendant 6 mois, puis ensuite LCI. Donc là vous faisiez des chroniques ? Chez Paul Amar, oui. Sur Europe 1, je travaillais ce qu'on appelait le multimédia, c'est-à-dire en faisant le lien entre l'antenne Internet. Ensuite, j'ai travaillé à LCI où j'étais ce qu'on appelait rédacteur-commentateur pendant 2 années. Je travaillais notamment avec Michel Field dans son 19-20, c'est-à-dire sa tranche d'information, et dans Politiquement chaud, qu'il animait à l'époque. J'étais sous la houlette de Germain Dagonier, un garçon extraordinaire qui fut ensuite le rédacteur en chef de Claire Chazal sur TF1. Donc là, ensuite, j'ai travaillé aussi pour les informations générales. Il fallait rédiger Vous rédigez, vous posez votre voix, vous fabriquez un sujet avec les images qui vous sont envoyées. Alors, je ne filmais pas, je n'étais pas JRI, je n'étais pas journaliste reporter d'images. Oui, d'accord. Je construisais les sujets, je posais ma voix, je commentais, je posais les questions, je donnais les chiffres, les bons, j'espère. Et ensuite est arrivée l'aventure Moati pendant entre 7 et 8 ans de ma vie. Alors, avant d'en venir à Serge Moati, il faisait quoi vos parents ? Mon papa a travaillé dans le bâtiment, bureau d'études. Ensuite, mon père a été conducteur de travaux, puis responsable d'une agence, je saute quelques étapes, aussi un peu commerciale. Responsable aussi d'agence, ça s'appelle la SMAC, sans vouloir faire de pub, c'est une agence d'étanchéité qui se trouve à Saint-Pierre-des-Corps. À la fin de sa carrière, il était donc à la tête de cette entité-là. Je crois que ses dernières années de fonction étaient vraiment parmi les plus chouettes de sa vie, parce qu'il avait une relative liberté d'action et qu'il a mené à bien. Et ma mère, elle était assistante dentaire, elle a travaillé dans le monde des dentistes toute sa vie. Voilà. Ok, donc on en arrive à Serge Moati. Il est sympa, Serge ? Il est très sympa. Il est pas un peu caractériel, non ? On est entre nous. Contrairement à vous, sans doute, Thierry, c'est cela. Oui, c'est ça. Serge Moati, quelqu'un qui a ses humeurs, qui a son caractère. C'est ce qui fait la trempe des personnes que l'on connaît à travers le petit écran. Vous savez, on est rarement là comme ça, en ayant un caractère fade. Non, c'est quelqu'un surtout d'anxieux, Serge. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il travaille beaucoup, c'est pour ça qu'il s'entoure beaucoup, qu'il doute beaucoup, qu'il refait beaucoup, et donc vous refaites avec lui. Et c'est ça qui peut peut-être donner un peu ce sentiment de, comment vous dites, caractériel. C'est pas le mot que j'aurais mis, en tout cas d'une personne qui a besoin d'être certaine que lorsque l'on va poser des questions aux gens, eh bien ce sont les bonnes. Et c'est la bonne manière de le faire. Et comment on sait ça ? On le sait pas, on l'espère. Alors si on le sait, par exemple dans les émissions politiques que nous faisions ensemble,
Serge se mettait à sa place d'intervieweur et puis moi je prenais la place des politiques. Et prendre la place des politiques, c'est pas simplement essayer de répondre aux questions en amont pour voir si les questions sont bonnes ou mauvaises. En sparring partner Ouais, mais c'est-à-dire que... C'était pour une répétition C'était une répétition générale, si vous voulez. C'était une répétition générale qui permettait quoi ? Qui permettait de se mettre véritablement à la place de l'invité avec non seulement les réponses que l'on imaginait qu'il pouvait faire, mais aussi sa façon de répondre, c'est-à-dire son rythme de voix. Ouais. Si vous interrogez François Bayrou, par exemple, c'est pas la même chose que si vous interviewez Jean-Luc Mélenchon. Ils ne vont pas s'énerver sur les mêmes choses, ils ne vont pas avoir la même durée de réponse. Et donc tout ça conditionnait notre façon de poser les questions. En fait, c'est du théâtre ? Non, c'est de la psychologie. D'ailleurs, Lionel Jospin avait dit à Serge Moati je sais pourquoi je ne suis pas venu depuis des années à Riposte, qui était la grande émission mythique à l'époque sur France 5, parce que Serge, vous psychologisez tout. Et il a raison, Serge. Ça déplairait d'ailleurs beaucoup à Éric Zemmour, qui d'ailleurs psychologise beaucoup sans le savoir. Mais lui, il est pathologiquement atteint. Je n'emploie pas ce genre de mots, je laisse... le soin commentateur de commenter. Là, je suis pas commentateur de ça, mais en tout cas, je pense que j'adorerais un débat avec Éric Zemmour pour parler de tout ça. Oui, mais ça, si tout est politique, on peut dire aussi que tout est psychologique. En fait, ça dépend de quel. Mais bien sûr. Regardez ça dépend d'où on parle, comme vous disiez tout à l'heure. Bien sûr. Je pense qu'il y a une part de psychologie très forte chez Vladimir Poutine, par exemple, en ce moment. Espèce de... Et Sophie, vous avez fait une psychanalyse ? Une psychanalyse ? Ouais. Non, vous avez pas besoin de ça ? Non, moi je vais très bien, Bah après, tout le monde a besoin de... C'est pas une tendance, mais tout le monde a besoin d'aller voir des psys, des psychiatres. Enfin, il y a les différentes d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Vous allez me demander si j'ai fait une psychanalyse. Moi, je veux dire une chose. J'ai pas osé. Moi, mais osez tout. Je veux dire, il n'y a pas de tabou. Si je veux pas répondre, je répondrai pas. Ce que je peux vous dire, en tout cas, quand vous dites que il s'agit d'aller bien pour aller faire soit une psychanalyse, soit aller voir des professionnels de psychologie. Non mais en fait, pardon, je pensais pas vraiment directement à vous, Johan Gillet, mais je pensais plutôt aux politiques que vous avez interviewés, où on sent qu'il y a quand même des ressorts psychologiques, en effet, tels que vous l'expliquiez, qui sont très différents selon les individus. Le connais-toi toi-même est très important pour ensuite mieux connaître les autres. Et je pense que c'est ce qui avait marqué sur le temple d'Apollon, connais-toi toi-même. Oui, à Delphes. Absolument, à Delphes. Et donc, connais-toi toi-même, c'est très important parce que c'est la psy qui venait toujours en mangeant, d'ailleurs. Ok, jeu de mots. Jeu de mots débile, désolé. Non, c'est excellent. C'est ce qu'il faut dire en tout cas. Le connais-toi toi-même est très important parce que le grief que l'on pourrait faire parfois à certains journalistes, c'est que ils s'achètent une étiquette pour pouvoir briller aux yeux d'un certain auditoire, alors que il ferait mieux de s'étudier eux-mêmes pour savoir pourquoi est-ce qu'on est journaliste. On est journaliste pour poser des questions. Mais en fait, ce que vous dites me fait penser à des banquiers qui souvent sont pris comme ça, ou des gens dans des Capgemini ou Boston Consulting Group, en fait, qui tombent sous le charme de leurs clients et finalement ils veulent faire le métier de leurs clients. Il y a beaucoup de banquiers qui sont partis faire des métiers de leurs clients. C'est très bien, c'est une magnifique rencontre. Et donc, il y a des journalistes qui veulent faire le métier de leurs interviewés, en fait. Qui veulent faire de la politique. Ça arrive, ces choses-là. C'est curieux. Ça arrive. Alors, d'ailleurs, ils se marient entre eux aussi. Oui, absolument. Bien sûr, on ne citera pas de nom, mais on en a quelques exemples, bien sûr. Je cherche un nom, là. Mais alors après, mais vous le voulez vraiment, les noms? Vous pouvez parler d'Arnaud Montebourg et Audrey Pulvar. Tout ça sont des mondes, en fait, qui vivent ensemble, quoi. Oui et non, non et oui. Forcément, quand vous observez quelque chose, quand vous observez un phénomène, vous vous en rapprochez, vous baignez dedans. C'est d'ailleurs le risque. Vous savez, c'est même la raison pour laquelle je suis revenu en Touraine, en partie. Pour être certain de rester journaliste, même si d'ailleurs ces temps-ci je fais un peu moins de journalisme. Je crois que je n'ai jamais fait autant de journalisme que depuis que j'ai levé le pied sur le journalisme. Concrètement, c'est-à-dire que je quitte un milieu qui était le mien, celui du journalisme politique. Attention, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les journalistes. Par exemple, je pense qu'en presse quotidienne régionale, en PQR, il y a une plus grande immersion, effectivement, dans une forme de réalité civique-citoyenne, si je puis dire. Alors, il y a peut-être aussi un petit peu plus de détachement par rapport à tous ces élus. À tous ces politiques. Je ne soupçonne pas les journalistes de l'ANR de vouloir être président du département systématiquement ou député, machin. Alors après, vous savez, il y a mille et une manières de faire de... Alors qu'Audrey Pulvar, elle était candidate quelque part. Alors après, vous savez, c'est aussi la problématique, c'est aussi une problématique de responsabilité parce que on ne pense pas qu'à soi et qu'à sa carrière. Vous savez, contrairement à ce qu'on croit, quand on se lance en politique, il y a beaucoup de gens qui le font parce que, à force de questionner, ils ont commencé à avoir une forme d'expertise, de poser un diagnostic et ils se disent, mais enfin, je suis idiot. La politique, c'est quand même fait pour changer la vie de mes concitoyens. Alors j'ai, à force de questionner, échappé à une idéologie et, on va dire, réussi à avoir un spectre assez large, finalement, des problématiques de ce monde. Et je ne vais surtout pas proposer de solution, je ne vais pas y aller.
Moi, je crois qu'il est très important, quand on a un bout de solution et un bout d'idée, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de l'apporter à la société. C'est le moins que l'on doive à cette République qui nous a donné beaucoup à toutes et tous, me semble-t-il. Alors ok, je vous suis. On sent que vous avez envie de parler de politique, en fait. Parce que vous ne m'y avez presque pas aidé, cher Thierry. Non, à peine. Et donc, ça vous est venu quand, cette conscience politique ? Mais alors, la conscience politique. Alors, d'abord, l'attrait pour la politique, elle est venue très très jeune par l'imitation. C'est-à-dire que quand j'étais tout jeune et que je voyais François Mitterrand, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, François Mitterrand qui parlait comme ça, Jacques Chirac qui parlait comme ça, ou Jean-Marie Le Pen, c'est pas, qui parlait comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces bonhommes ? Je connais personne dans mon entourage qui parle avec à la fois une telle faconde et en même temps une telle exagération, une telle singularité dans les mimiques. Donc j'y suis venu un petit peu par cette imitation-là. Puis ensuite, je me suis dit, ils font de la politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils prennent des décisions pour nous. Ah, comment ? Pourquoi ? En gros, j'ai commencé à vouloir questionner. Et puis quand vous questionnez, vous obtenez des réponses. Et puis quand vous obtenez des réponses, vous avez envie de dire, non, mais ça me paraît pas tout à fait pertinent. Et vous avez envie de débattre. Et puis comme vous êtes journaliste, vous ne pouvez faire que poser des questions parce que vous n'avez pas le droit de défendre un camp contre un autre. À un moment donné, vous vous dites, et si je passais de temps en temps à l'affirmative, pas simplement par le questionnement. Et là, je suis dans une phase où j'essaie de marier le questionnement et l'affirmatif. Bon, alors vous faites des super imitations, hein. Sophie en avait un sourire jusqu'aux oreilles. Écoute, si je peux avoir au moins une qualité qui est reconnue ici, bien qu'elle soit plus qu'imparfaite, parce qu'aller voir des vrais imitateurs c'est autre chose, écoutez, je serais ravi. Alors donc cet engagement politique aujourd'hui, où vous mène-t-il, Yoann Gillet ? Je n'en sais rien du tout, puisque je n'ai ni calendrier, ni prétention, ni quoi que ce soit. Le seul calendrier, c'est celui d'aujourd'hui qui consiste à dire « Je veux pas qu'on se tape dessus dans cette France ». Bon, concrètement, vous êtes engagé auprès de ce nouveau mouvement dont on parle. C'est aussi pour ça que vous êtes là, parce que c'est ce qui fait l'actualité en France. Ça s'appelle la Convention. Oui. Alors je me suis engagé, c'est-à-dire que... Et on en a parlé la semaine dernière dans notre débat. Absolument. Donc on s'est dit, tiens, poursuivons, tirons sur le fil et voyons ce qu'on peut en dire. Alors soyons très clairs, parce que je sais qu'un certain nombre de potentiels adversaires, j'entends en sens adversaire des idées, pas d'adversaires, moi j'ai des concitoyens et des concitoyennes, mais un certain nombre d'adversaires essaieront de me réduire à une idéologie, ce qui n'est pas du tout ma démarche, parce que la Convention d'abord n'est pas un parti, la Convention est un rassemblement de quoi ? Des personnes plutôt de gauche, effectivement, même si moi-même, vous le verrez, si vous traînez dans le centre de Tours, vous verrez que je ne choisis pas mes amitiés en fonction de leur couleur politique, mais en fonction de la valeur des idées, du caractère moral de mes amis. Et c'est le rassemblement de gens plutôt de gauche qui ont envie que le débat soit encore possible et que les gens ne s'enferment pas dans des idéologies qui les fassent se regarder en chien de faïence, voire à se taper dessus verbalement quand ce n'est pas plus. Ça, je ne veux pas de ça, c'est pas la République que j'aime, et donc à chaque fois qu'un espace va naître comme cela, je l'encouragerai. Même si pour l'instant là, je suis du côté de la Convention pour apporter ma pierre à l'édifice, partout où je verrai des espaces comme ça se créer, je les encouragerai, j'ai pas de chapelle à défendre, ma chapelle c'est la République. Alors on va revenir sur votre parcours politique futur, parce que c'est quand même surtout vers là que vous regardez. La Convention vient de se créer, donc où va-t-elle nous emmener ? On va en parler, mais revenons sur votre parcours professionnel, puisque vous n'êtes pas que journaliste, vous êtes également, comment peut-on dire, chef d'entreprise déjà ? Oui, chef d'entreprise. Rhétoricien ? Prof de rhétorique ? Rhétoricien plutôt que rhéteur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à la rhétorique. Rhéteur, c'est bretteur. Ouais, mais pour un homme de théâtre, c'est pas mal. Si vous voulez, je ne me revendique pas spécialiste. À l'inverse, je me considère comme très intéressé par la rhétorique, depuis tout jeune d'ailleurs. Disons que j'ai regardé un petit peu ce que mon expérience m'avait amené à vivre comme moment, à quel moment les choses s'étaient bien passées, mal passées, à quel moment la rhétorique m'avait été utile. La rhétorique qui n'est pas l'art de l'esbrouf, qui n'est pas l'art des bons mots. Hein. La rhétorique, c'est l'art de construire sa pensée, et ce qui se conçoit clairement s'énonçant aisément. Eh bien, c'est cela pour moi la rhétorique que j'essaie d'enseigner. Il se trouve que quand vous avez une expérience qui fonctionne pour vous, vous avez juste envie de la filer aux autres. D'ailleurs, l'enseignement, d'une manière générale, c'est la seule chose qui ne vous coûte pas d'argent, enfin a priori, puisque c'est quelque chose que vous donnez qui se démultiplie sans rien ne vous enlever à vous. Et moi, c'est pour ça que je trouve que l'enseignement est quelque chose de fabuleux. Alors, qui sont vos clients ? Et qui sont mes clients ? Vous savez qu'on ne peut plus dire disciple aujourd'hui parce que ça a pris une connotation sectaire. Disciple avant, c'était les gens qui étudiaient la discipline avec la personne qui le leur enseignait. Si on revient à la racine, c'est-à-dire à donc ils vous appellent maître ? Non, surtout pas, parce que justement c'est connoté. Vous savez, effectivement, un mot, il a son acception, il a plusieurs acceptions dans le dictionnaire, mais il a aussi, bien sûr, des connotations en fonction du contexte. Donc non, ça ne s'y prête pas. Je rêverais, non pas qu'on m'appelle maître, mais qu'un jour,
cela revienne, ce rapport-là, de disciple, de maître, d'élève, que je trouve très beau. Alors qui sont vous parce qu'il n'y a pas de vanité. Qui sont ces fameux disciples, en tout cas Alors les personnes qui étudient la rhétorique, elles viennent de plusieurs endroits. D'abord, il y a des personnes qui viennent de manière spontanée dans mon petit atelier au 7 rue Michel Colombe, où bien pour des raisons personnelles, soit professionnelles, soit pour des questions aussi de temps en temps de confiance en soi, viennent se former à la rhétorique. J'enseigne aussi en enseignement supérieur. Enseignement supérieur, c'est-à-dire au niveau du droit, de l'école de commerce, de communication, etc. Les futurs avocats, les futurs commerciaux. Oui, par exemple, entre autres, parce qu'il est très important là aussi de mettre de la rhétorique, parce que la rhétorique que j'enseigne est une rhétorique éthique, donc de l'éthique dans la parole publique. On sait que les sciences humaines sont des choses très importantes. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais intervenir auprès peut-être des futurs médecins, infirmiers, infirmières, dentistes, etc., qui sont en passe-las, comme on dit, puisque vous savez que maintenant, on a, pour passer en deuxième année, 50% de la note qui se passe à l'oral. Et c'est une très bonne chose parce que l'on pense qu'il s'agit de connaître plein de notions pour pouvoir exercer les professions de santé, alors que les sciences humaines y jouent pour beaucoup. Je pense qu'on a tous eu des expériences de soigner où on s'est accroché à la parole et à la façon de le dire de la personne qui nous soigne. Et donc la parole soigne beaucoup de maux et résout beaucoup de problèmes. Alors quelle est la différence entre la rhétorique et le sophisme ? Ouais, non, mais le sophisme est une forme de rhétorique. En tout cas, si l'on considère que la rhétorique n'est pas liée obligatoirement à l'éthique, là, vous me parlez de quoi ? Vous me parlez du Gorgias de Platon, par exemple, c'est-à-dire cette discussion entre Gorgias et Socrate. Gorgias, le sophiste, et Socrate qui, lui, estime que la rhétorique est une éthique. La différence, si je puis dire, dans mon approche à moi, c'est que j'estime que marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, ça n'a pas de sens. Et donc, on ne doit pas avoir réponse à tout, on doit avoir raisonnement à tout. Là où le sophiste essaiera d'avoir réponse à tout. C'est très bien théorisé d'ailleurs par Schopenhauer. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est dans un film. Ça s'appelle Le Brio, Le Brio, d'accord. Le Brio avec Daniel Auteuil. Voilà, il y a une histoire. Où il est question de Schopenhauer dans toutes les formes de. Oui, bien sûr, il a d'assertion. En fait. L'art d'avoir toujours raison. L'approche de Schopenhauer, c'est de démontrer que finalement l'orateur peut se mettre en situation d'avoir toujours raison, y compris quand il a tort. Par exemple, je l'enseigne ça à mes étudiants, mais pas pour l'appliquer, ces stratagèmes, bien qu'il y en ait qui soient parfaitement louables. Mais je l'enseigne pour qu'on puisse repérer les techniques que les autres utilisent pour nous déstabiliser, alors qu'on arrive de bonne foi dans un raisonnement là où l'adversaire, notamment l'adversaire politique parfois, a vocation à nous déstabiliser juste pour gagner, et non pas pour penser, pour réfléchir et pour avancer. Alors comment on fait pour gagner un débat ? Eh bien d'abord, il faut être certain de ne pas vouloir le gagner à n'importe quel prix, c'est-à-dire de ne pas avoir réponse à tout, mais d'avoir question à tout. C'est-à-dire que quand quelqu'un affirme quelque chose très très fort, comme c'est le cas parfois, à certaines marges, on va dire, de l'hémicycle, d'un côté ou de l'autre, eh bien, d'abord il faut prendre le contre-pied de la personne qui est en face, calmer le jeu, et poser des questions. Poser toutes les questions que ce que la personne dit. Et quand on essaie de vous mettre face vous-même à une impasse, eh bien vous avez le droit de ne pas savoir, mais vous avez le droit de réfléchir. On a pour moi deux légitimités, mais là je vais pas faire un cours parce que je vais obligé de facturer. Non, je plaisante. Alors ça justement, c'est mon gros problème. Vous m'avez dit que j'étais chef d'entreprise. On est blindé ici. Non, mais tant mieux. Tant mieux pour vous, j'entends, hein, puisque comme vous êtes d'une certaine façon d'intérêt public, puisque vous nous informez, et j'aime autant que vous vous portiez bien, parce que quand on se porte bien, on travaille mieux. D'où l'intérêt d'avoir un salaire correct, d'avoir un bon salaire, parce que par contre, nous sommes bénévoles. C'est bien le problème. C'est pour ça que. Donc de bonne volonté. C'est pour donc ça on cherche à comprendre. Et donc moi j'aimerais bien savoir comment on fait pour clouer le bec à quelqu'un qui vous emmerde. Bien déjà, il ne faut pas vouloir lui clouer le bec, parce que la meilleure manière de ne pas réussir à clouer le bec écoutez tous, Johan Gillet, il va vous dire comment on fait pour clouer le bec de quelqu'un. La meilleure manière de ne pas clouer le bec à quelqu'un, c'est d'abord de ne pas rechercher à lui clouer le bec. Parce que généralement, que fait quelqu'un qui a vocation à vous déstabiliser, c'est de repérer vos failles. Or, si vous êtes conscient de vos failles, on y revient. Connais-toi toi-même, le temple de Delphes, d'Apollon. Connais-toi toi-même, ça veut donc dire que vous connaissez vos fragilités, ce qui vous angoisse, ce qui vous fait peur. Il faut l'assumer totalement, ne pas chercher à le dissimuler. Plus vous cherchez à dissimuler, plus les personnes qui sont habituées à la déstabilisation, ce que j'appelle des pervers tout simplement, eh bien essaieront de s'incruster dans cette faille et de vous déstabiliser. Donc soyez conscient de vos fragilités, si tant est qu'on puisse les qualifier ainsi, parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, c'est normal d'avoir des fragilités, c'est même sain. C'est ce qui est à l'origine du doute, hein, ce qui permet de ne pas être dans la certitude permanente. Prenez avec tranquillité les attaques de l'adversaire. Partez du principe que tout est à fleur et moucheté à partir du moment où il sort pas un vrai flingue. Donc tant qu'il ne sort pas un vrai flingue, il n'y a pas de drame. Et s'il sort un vrai flingue, faites des arts martiaux. Et donc plus vous êtes tranquille,
moins la personne qui est en face va réussir à vous déstabiliser. Questionner. On a 2 types de légitimité, vous disais-je. La légitimité de transmission, d'affirmation, c'est-à-dire je possède un savoir, je crois qu'il est utile que je le porte à votre connaissance, j'ai une donnée, j'ai un chiffre, je vous le communique. Et puis la légitimité de questionnement. C'est-à-dire que pour moi, quand on dit, vous savez, un sujet pareil qui peut nous animer sur d'autres thématiques, c'est « tu n'es pas légitime, tais-toi, ne parle pas ». Je ne crois pas en cela. Je pense qu'effectivement, on doit se connaître pour savoir comment parler. Et parfois, parler, c'est pas affirmer, c'est juste questionner. Mais on est toujours légitime. Le tout est de savoir si on est là pour questionner ou pour affirmer. Voilà, 2 types de légitimité. Donc à partir du moment où vous marchez sur ces 2 pieds-là, l'autre en face peut s'y prendre. À partir du moment où il voit qu'il n'y a pas d'enjeu chez vous, autre que la pédagogie, il y a peu de risques. Alors si vous avez mal dormi, c'est le risque. Essayez de bien dormir, par contre, ce qui n'est pas mon cas en venant à votre micro, c'est pour ça que je m'attends au pire pour tout à l'heure. Non. De toute façon, Abdel et moi, on doute de rien. Moi, j'ai pas de doute. Non ? Si, on n'est pas très sûr. Alors, dans tout ça, vous amenez à Bernard Cazeneuve. Quelle idée ? Quel mot vous appliquez ? Tout ça ne m'a pas amené à Bernard Cazeneuve. Tout ça m'a amené à la recherche d'un espace politique dans lequel on peut parler tout en n'étant pas d'accord. Vous savez, Thierry, dans cet espace qui vient de se créer, la Convention, il y a déjà plein de gens qui ne sont pas forcément d'accord sur des sujets, on va dire, qui sont importants, notamment sur le plan économique, sur la manière aussi de s'y prendre, sur la méthode. Mais il y a une chose qui est magnifique, c'est qu'on se reconnaît en concitoyen et non pas en facho, en ceci, en cela. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle et on accepte l'altérité. Vous savez, il y en a qui parlent beaucoup de solidarité et d'altérité et de tolérance. Il y en a qui en parlent, puis il y en a qui la font. Bah, ici, à la Convention, on l'a fait. Mais la Convention, c'est un mot... Non, mais c'est un beau mot, mais d'abord, ça fait appel à la Révolution. Pas forcément. Alors pour Bernard Cazeneuve, vous parlera de la Convention des institutions républicaines mise en place par François Mitterrand. C'est d'ailleurs ce qui peut faire le débat. Est-ce qu'on s'appelle les conventionnels ou les conventionnaires ? Moi, j'aime bien conventionnaire de la Révolution française. Pas pour la période de la terreur en tant que telle, mais parce que la Convention, c'est là quelque part qu'est née la République. Mais ça veut dire qu'on est convenu ? Ça veut dire qu'on est d'accord ? Qu'on est convenu ? Convention. Non, la Convention, ça veut dire qu'on se réunit, qu'on discute, qu'on parle et qu'on essaie ensemble de réfléchir à l'avenir d'un pays en mettant sur la table nos accords et nos désaccords. Donc en fait, c'est aussi l'occasion d'occuper un espace politique qui s'est libéré dans les gens, en gros, qui tournent autour du Parti Socialiste ou qui sont au cœur de ce parti ou de cet ancien parti qui n'est plus qu'un grand cadavre à la renverse. Mais oui, il y a un espace énorme entre... mais il bouge encore, le cadavre. C'est les rats qui le dévorent de l'intérieur, qui le font bouger. Mais... Oui, mais la façon dont vous le dites, Thierry, vous voyez, c'est ça a libéré un espace à prendre. En vérité, le sujet n'est pas de savoir s'il y a un espace à prendre. C'est que à partir du moment où quelqu'un, à un moment donné, ne s'empare plus de certaines questions, et on ne peut pas les délaisser. Mais Cazeneuve lui-même a dit qu'il avait un boulevard devant lui. Bah, il a un boulevard, oui, parce que les républicains aujourd'hui, qui sont sûrs des valeurs républicaines et de la vertu de cette république, bien qu'elle ait des défauts, cette république, mais elle a aussi beaucoup de vertus. On doit quand même pas faire la liste des progrès sociaux qui ont été construits par la gauche que beaucoup réfutent aujourd'hui, parce que c'est bien de cracher, mais beaucoup qui crachent n'ont encore pas créé grand-chose. Moi, je pense qu'on peut critiquer CPR, PAIRS, CPR, PE, accent grave, RES, et donc ces maires aussi, bien sûr, très important, mais critiquer n'est pas réfuter. Vous savez, on peut se disputer avec ses parents, on peut s'engueuler avec ses parents, mais ne pas refuser un héritage quand ils ont construit des choses. Moi, je crois beaucoup à ça. La grande famille républicaine, c'est ça pour moi. Et vous savez quoi ? Même la NUPES, je la mets dans la grande famille républicaine. Ce qui m'ennuie juste un tout petit peu, c'est que par souci électoral, ils abandonnent des thèmes qui sont constitutifs de la République et sur lesquels la République s'effondre. Ça me fait un petit peu peur, parce que je crois que la République, si ce n'est peut-être pas ce que l'on a trouvé de mieux, c'est ce qu'on a trouvé de moins mauvais. Et le projet est beau, quoi. Liberté, égalité, fraternité. On pourrait rajouter équité. Et puis laïcité. Donc vous êtes des héritiers de la gauche de gouvernement. Parce que vous êtes là pour faire, d'après ce que vous dites, vous êtes là pour faire. Cette thématique cette notion de gauche de gouvernement revient. Ça veut dire quoi, gauche de gouvernement ? Ça veut dire des gens qui sont capables, non seulement évidemment de pointer du doigt des problèmes, mais de gérer aussi avec ce qu'imposent les institutions de lourdeur, mais de nécessité. Mais j'ai l'impression que ça veut surtout dire que c'est la gauche qui est capable de se compromettre avec le grand patron. François Hollande... Oui, vous avez l'obsession de la personnalisation.
Moi pas. La Par période François Hollande où on s'est dit le choc de compétitivité, où on s'est dit le choc de l'offre, où on s'est dit il suffit de demander au patron de le faire gentiment, pour faire 1 million d'emplois. En attendant, le patron des patrons, il s'est mis un pins 1 million d'emplois, mais il a rien fait, quoi. Oui, non, mais nous sommes d'accord. Ce sont des images. Il nous a manqué quelques centaines de milliards d'impôts, quoi. Nous sommes d'accord. Il y a des images qui me choquent. Si vous voulez que nous refassions l'histoire de la gauche, ses réussites et ses manquements, vous le ferez. Vous le ferez pareil pour la droite. Vous le ferez pareil pour peut-être la NUPES si un jour elle est au pouvoir, ce qui n'est pas encore le cas. Vous le ferez pour tout le monde, parce que si l'erreur est humaine, là on va faire du sophisme, les gens de la NUPES étant des hommes, eh bien il est fort possible qu'ils fassent des erreurs. Vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer pour tout le monde. La question effectivement, c'est de savoir quelles sont les valeurs qui nous sont chères, comment on leur redonne vie. Je sais ce que vous me dites par rapport à Hollande. Oui, il était à la Convention, mais vous vouliez quoi ? Vous vouliez que Bernard Cazeneuve, qui a été ministre de la République, qu'on le pende, qui le doit... Alors d'abord, certains aimeraient bien, parce que j'ai vu que c'était une tradition d'inviter par des marionnettes, etc., suggérer la pendaison ou la décapitation de chef c'est d'État. pas beau, c'est pas terrible ça. C'est vrai que c'est pas terrible ça. Je sais qu'il faudrait que je dise que ça me choque. Non, mais si, c'est vrai, c'est choquant. La violence du discours en ce moment, c'est vrai. Par convention, pour vous faire plaisir sur le côté mot conventionnel, mais au fond de moi-même, on sait ce que c'est que le peuple dont nous faisons tous partie, c'est-à-dire c'est l'expression d'une colère à un moment donné qui ne veut pas, et entre l'expression de la colère symbolisée et le passage à l'acte, il y a quand même une marge. Donc il ne faut pas s'amuser à se faire peur non plus, excessivement. Donc je ne veux pas jeter l'anathème sur les personnes qui font ça. Par contre, ce que je veux dire, c'est que quand on fait ça, il faut envoyer ensuite le message que bien sûr, c'est du second degré. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il faut toujours préciser LOL. Non, c'est même déjà plus à la mode, ce truc-là. De préciser, en tout cas, second degré quand on dit quelque chose, donc les personnes qui font ça ne sont pas exemptes. Dans ce cas-là, de demander aux autres... Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que le discours est devenu très, très violent. Il y a eu des marques de violence, notamment des gens de LFI, pour être clair. Oui, mais parce que la politique est violente. À la décharge... la politique est faite justement pour canaliser la violence en débat, pour transformer les dangers en paroles, finalement. Alors, ce sont deux choses. La violence... elle est souvent le reflet d'un contexte, d'une situation. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont terrorisés par la violence. Ce n'est pas quelque chose qui me terrorise. C'est quelque chose que je ne souhaite pas, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Mais ça ne me fait pas peur à titre individuel. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Je pense que le rôle de la politique, alors, effectivement, c'est de canaliser, c'est pas d'étouffer la violence. Oui. C'est de donner une réponse à ces personnes qui éprouvent en elles-mêmes de la violence, qui n'a pas été sollicitée par rien, suscitée, pardonnez-moi, par rien. Mais en tout cas, la transformer dans une loi qui sera l'expression du plus grand nombre, a priori. Absolument. Il ne faut pas brailler pour s'acheter un joli brevet, soi-même de représentant des personnes en colère. Mais cette gauche de gouvernement, ou comment on l'appelle, ou raisonnable, ou enfin peu importe le terme d'ailleurs, parce qu'on voit à peu près quelle image, si ce n'est qu'une image qu'elle renvoie, est-ce que malgré tout, elle ne solde pas, elle n'arrive pas encore à solder ces années où visiblement il n'y a pas eu une attente par rapport aux besoins qui avaient été exprimés lors de l'élection de François Hollande. Et bien sûr. Mais c'est un Graal, le pouvoir. Vous savez, c'est pas un concert de rock, le pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que c'est un retour vers le passé, quoi. Il y a quelque chose qui nous envoie un peu au passé dans ce mouvement de Bernard Cazeneuve, non ? Tout nous renvoie au passé, tout nous renvoie au présent, tout nous renvoie à l'avenir, bien sûr. Alors le passé, il n'est pas si lointain. Alors vous savez, on pourrait parler de tout. Je veux dire, la Terre, vous parliez de la Terre tout à l'heure. La Terre, elle est bien plus vieille que la France, que la République, que tout ça. Pourtant, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, défendre la planète était quelque chose de profondément moderne. Il n'y a pas plus ancien que la Terre, l'univers. Est-ce que la Convention a déjà avancé des plateformes, des idées ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que vous allez vite en besogne ? Michel Rocard, pour prendre un grand temps, vous aurez invité à prendre le temps. Le temps est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui on veut, et c'est peut-être le syndrome Twitter, le syndrome des réseaux sociaux, on veut donner tout de suite des gages très vite à tout le monde. Comme si on montait une entreprise en un jour, comme si on apprenait la musique en un jour, comme si l'éducation se faisait en un jour. Tout prend du temps. Pourquoi faudrait-il que la politique échappe à la règle ? Alors bien sûr, vous allez me dire, mon bon monsieur, vous êtes très sympathique, mais il y a quand même 2-3 petites urgences. Oui, à un moment donné, on a quand même évidemment quelques idées, ça s'appelle les valeurs, le corpus de valeurs. Est-ce que vous voulez me poser comme question, si la question qui est la vôtre est celle-ci, c'est est-ce que vous savez ce que vous voulez à la Convention ? On sait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a compris ce sur quoi reposait la République en termes d'équilibre et on veut retrouver ce qui fait l'équilibre de la République. Notamment, j'en ai déjà parlé la fois dernière et j'en reparlerai, c'est peut-être pas la priorité au sens ni économique ni écologique, mais c'est ce qui permet de faire lien pour ensuite pouvoir construire ensemble, par exemple la laïcité. Parce que la laïcité, c'est ce qui fait qu'on se comprend les uns les autres, qu'on laisse, on va dire, la liberté à chacune et à chacun de croire et de ne pas croire, mais que dans l'espace public, on essaie de se concentrer sur ce qui nous est commun, c'est-à-dire la citoyenneté,
Le reste appartient à chacune et à chacun. Et si déjà, sur ces questions-là, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrivera pas à parler. Si on n'arrive pas à parler, on n'arrivera pas à prendre de décision. Ouais, c'est pour ça que tout ça est corrélé, vous voyez ? Mais tout ça sont des valeurs qui, à la limite, ne sont pas différenciantes par rapport aux autres partis. Tous les autres partis vont dire tout le monde va dire qu'il est pour la laïcité. Eh ben, va falloir le démontrer maintenant. Vous savez, c'est comme l'amour, ça se prouve. Démontrez-le. Et moi, vous voulez que je vous démontre comment je suis pour la laïcité ? En tout cas, ce qui vous en différencie par rapport à vos concurrents politiques. La première des choses, déjà, c'est que j'en parle. Et j'ai pas entendu le Front National beaucoup... ne fait que ça. Parce qu'ils ont remplacé les mots préférence nationale par laïcité. D'accord, vous voulez dire qu'ils se sont donc trompés de mots et qu'ils se sont déguisés. Ils se déguisent, oui, clairement. Derrière le mot laïcité. Oui, n'en parlons pas, ils ne parlent pas de laïcité, ils se déguisent derrière le terme laïcité. Ça, c'est réglé. Deuxième des choses... Et Schopenhauer, article 28, paragraphe 2. D'accord. Vous me parliez de la NUPES tout à l'heure. Expliquez-moi, quand Olivier Faure a parlé publiquement de la laïcité, quelles sont ses convictions ? Je ne sais pas qui est ce monsieur. Bon, Olivier Faure, le patron, alors, vous savez très bien qui est ce monsieur, on va quand même le dire aux auditeurs, ceux qui ne le sauraient pas, l'actuel patron du PS, qui a donc... Qui s'est vendu à la NUPES, d'accord. Ouais. Oui et non, non et oui, c'est-à-dire que moi, j'ai pas à critiquer les alliances électorales. À un moment donné, la gauche voulait revenir au pouvoir, ils ont tenté une alliance. Ce qui n'est pas bien, c'est de faire une alliance électorale en abandonnant des idées. Et vous me parliez de compromis, de compromission tout à l'heure. Justement, j'ai l'impression que la Convention, c'est celle qui ne veut pas faire de compromis avec ses idées. C'est-à-dire celle qui ne veut pas laisser tomber les sujets fondamentaux de la République. Prenez l'exemple, me semble-t-il, la semaine dernière, du fraisier. Je crois que c'est ça que je vous avais dit. C'est-à-dire qu'un fraisier, si vous enlevez les fraises, c'est juste un gâteau. Eh bien, la République, si vous enlevez certains éléments constitutifs, c'est plus tout à fait la République. C'est un système bancal. Et nous voulons un système qui ne soit pas bancal. Nous voulons un régime qui tienne la route et qui fasse une proposition claire à nos concitoyens. Donc la laïcité est un vecteur de valeurs fondamentales pour la Convention. Oui, par exemple, entre autres. D'autres ? Bien sûr. D'autres valeurs ? Le reste, évidemment, c'est la dimension. Quelles sont les valeurs qui soutiennent la Convention ? Mais encore une fois, si ça pouvait être un peu différenciant par rapport à l'offre politique aujourd'hui. Quels sont les points de valeur sur lesquels... Parce que c'est la définition de la définition. Vous qui avez lu Aristote, la définition, c'est le genre prochain et la différence spécifique. Oui, alors... Donc le genre prochain, je veux bien, mais j'aimerais bien avoir la différence spécifique. Oui, mais alors pourquoi la différence spécifique ? La différence... Vous savez, la politique, c'est pas de faire original. La politique, c'est pas du marketing. Un peu quand même. Ça, j'y suis pour rien. Si c'est la culture du pays, il va falloir la changer dans ce cas-là. C'est votre faute, vous avez été journaliste avec Moati. Et vous croyez qu'il a fait de la politique un spectacle ? Moi, je crois qu'il l'a fait accoucher la parole publique. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait des éléments de langage, il a réussi à contourner les éléments de langage pour faire émerger des vérités, qui a dissuadé certains invités de venir, comme Lionel Jospin, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on psychologisait tout. Ben oui, parce que la politique, c'est de la psychologie, puisque c'est du questionnement. Et vous avez vu que souvent, les luttes qui se mettent en place se font sur des projections personnelles, sur des situations personnelles et aussi bien sûr sur de l'empathie à l'égard des situations des autres. Donc c'est profondément psychologique. Notre degré de sensibilité aux situations humaines nous conduisent à mener des combats plus ou moins urgents. Le tout est de savoir quels sont les plus urgents. L'écologie est un combat évidemment urgent pour une raison très simple, c'est que s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'humanité. S'il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus besoin de se poser la question de la politique. Donc ça me paraît être du bon sens. C'est marrant d'ailleurs qu'on dise l'écologie parce que en fait c'est un ministère de la parole, parce que c'est logique, on devrait dire l'environnement. Dire l'environnement, d'ailleurs il y a un débat sémantique très important là-dessus parce que l'écologie est devenue une espèce d'étiquette politique alors qu'elle devrait nous être transversale. Défendre l'écologie, ça n'a pas de sens parce que c'est une science, c'est comme si on disait défendre la géographie. Après vous pourrez me dire défendre la géographie. Non mais c'est important ça. La géographie des pays, vous avez vu que c'est quand même prétexte à un certain nombre d'oppositions. C'est les pays qu'il faut défendre, pas la géographie. Ce sont en tout cas les valeurs d'une manière générale qu'il faut défendre. Alors, en tout cas, il faut défendre l'environnement et la terre, d'accord. Évidemment, c'est un axe fondamental. Qui est juste vital. Alors, qu'est-ce qui est différent en termes d'approche de la Convention par rapport à d'autres ? Pourquoi voulez-vous chercher des... Nous, on est en train d'essayer de rassembler les gens. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des différences ? Ce qu'on est en train de dire, c'est pas d'acter nos différences en disant « Alors attends, la NUPES dit ça, donc nous, on va dire ça. » C'est pas ça la politique, je répète. C'est pas un concert de rock où on doit essayer de proposer un album nouveau. Qu'est-ce que vous avez contre les concerts de rock, monsieur ? Mais j'ai rien, au contraire. Ce que je dis, c'est que dans un concert de rock, on arrive, on a nos fans, on a les personnes qui sont là pour nous applaudir. La politique, c'est pas le sujet. La politique devrait être le sujet de l'impopularité. C'est comment est-ce qu'on va essayer de faire le moins mal possible tout en acceptant de prendre les coups. On n'est pas là pour se faire applaudir en politique, ça arrive quelquefois, heureusement pour se redonner un petit peu de tonus, parce que sinon on ne tiendrait pas. Il va falloir que les gens votent pour vous. Et pourquoi je me présente pas, moi ? Non mais vous, collectivement, la Convention, la Convention, mais pour l'instant, il va falloir que les gens se rassemblent et fassent le point sur les idées qui sont les leurs. Qu'est-ce qui est important ? De quoi les gens se détournent-ils aujourd'hui ? De quoi se rapprochent-ils ? C'est un diagnostic qui est en train d'être fait. Vous savez, avant de faire des propositions, il faut toujours faire un diagnostic. Vérifier où sont les gens dans leurs valeurs. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais puis, il y a aussi les propositions urgentes sur l'écologie. J'ai vu que BFM s'était amusé à critiquer le fait qu'il y ait plein de bouteilles d'eau dans la convention de Bernard Cazeneuve. J'ai envie de dire oui, mais vous savez quoi ? Il voulait qu'il y ait du gin ou quoi ? Plutôt que de critiquer, apportez-nous demain les solutions qui d'ailleurs existent déjà.
pour venir donner l'eau à des gens, 2300 personnes qui sont rassemblées en pleine chaleur. Ouais. Je vous avoue, vous, que quand ils ont vu qu'il y avait des gens qui crevaient de chaud dans la salle, ils ne se sont pas dit alors attends, l'eau, on va la mettre, bouteille plastique. Non, mais c'est ridicule, ouais, monsieur. Donc, je comprends qu'on attire l'attention là-dessus. Mais enfin, si c'est ça qu'on a à reprocher aujourd'hui et qu'on pense que cette gauche-là va pas s'occuper d'écologie à cause de ça, faut faire attention, quoi. Faut pas tout tirer par les cheveux excessivement non plus, pas tout extrapoler exagérément. Donc, nuance. l'idée, si j'ai bien compris, c'est sur ces grandes valeurs d'être capable d'affronter des divergences et d'en débattre et de trouver une forme de synthèse ou de solution pragmatique qui soit social-démocrate, en gros, qui soit sur une école populaire, en fait. Ben oui, mais si vous voulez, en fait, c'est très simple. Le projet de la Convention, c'est de faire en sorte que le triptyque liberté, égalité, fraternité, qui s'appuie aussi, bien sûr, sur un ensemble de valeurs qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire des urgences politiques comme l'écologie, comme évidemment la répartition des richesses, qui est quelque chose qui nous tient évidemment beaucoup à cœur, comme la laïcité, j'en ai parlé, et bien d'autres, évidemment, approches politiques, soit tout simplement remis dans le débat public et que l'on puisse en parler et non pas se violenter. Ça s'appelle une méthode, en fait. Ça s'appelle une méthode de travail. Une méthode de travail qui consiste à ne pas laisser qui que ce soit se sentir en insécurité de débat et de parole. Alors nous avons ici une gauchiste invétérée qui s'appelle Sophie. Comment on fait pour convaincre Sophie ? Sophie, comment il faut faire pour vous convaincre d'adhérer à la Convention ? Voilà, déjà, le vocabulaire, il y est. Moi, je suis déjà appâtée par la manière dont il va parler de la Convention. Après, c'est plus le résultat après qui va m'intéresser. Qui ne tente rien à rien. Et puis, Sophie... Tiens, comment vous feriez pour convaincre, je sais pas, le monsieur que je vois passer dans la rue, là D'abord, je l'écouterai. La première des choses, c'est pas d'arriver avec un langage tout fait et avec des éléments de langage. Il faut écouter les gens, ce qui les violente, ce qui leur fait peur. D'abord pour vérifier si la peur est légitime ou pas. C'est quoi, à votre avis, d'ailleurs, les principaux mots de la société française aujourd'hui ? C'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat ? Plus la finitude de la planète. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose à nos enfants ? Est-ce qu'ils vont crever de chaud ? Est-ce qu'aussi on va continuer de déforester comme on le fait ? Est-ce qu'on va continuer d'abîmer notre environnement comme on le fait ? Et puis est-ce qu'on va aussi pouvoir boucler les fins de mois ? C'est-à-dire offrir à nos enfants autre chose que l'image de parents qui bossent comme des dingues, qui n'ont pas le temps de profiter des enfants comme ils le voudraient, et là effectivement qui donnent un caractère odieux à la dimension du travail, alors que le travail peut être un épanouissement. Demandez-le aux compagnons du devoir avec qui j'étais tout à l'heure, ils vous parleront avec des étoiles dans les yeux du travail, et pourtant Dieu sait si ça leur demande des efforts, du travail, de la persévérance. Mais ils vous parleront pas de ça comme d'une oppression. Mais Yohann Gillet, est-ce qu'on peut concilier ces deux problèmes de croissance et de préservation de la planète, justement ? Mais c'est une vraie question. Alors vous savez quoi ? Vous touchez un point très important. Moi, typiquement, j'adorerais voir l'astrophysicien, alors il y en a qui se moquent de moi quand je dis ça, tant pis, j'assume, l'astrophysicien Aurélien Barraud, qui beaucoup Monsieur aux longs cheveux. Monsieur aux longs cheveux, si vous voulez, qui parle beaucoup de la décroissance, face à Bernard Cazeneuve, qui parle de croissance sobre. Moi, je pense que la vérité, sans vouloir faire de synthèse, comme vous dites, ou de consensus, elle est non pas entre les deux, mais elle est ailleurs. C'est que, enfin, j'ai pas fini de réfléchir sur cette question. Vous savez, on est pas obligé d'avoir réponse à tout. C'est qu'en tout cas, il faut une sobriété, ça c'est certain. On produit trop de bêtises qui ne servent à rien, qui rendent les gens totalement dépendants. La chose qu'on a tous entre les mains, par exemple, non seulement n'est pas vertueux sur le plan de la production, de la construction, on exploite des gamins qui sont utilisés dans des sites. On va pas refaire de larmoyant, mais enfin, c'est quand même insupportable que le fait que nous tous qui donnons des leçons à la terre entière de solidarité, nous ayons tous ce truc-là dans les mains. Donc, alors, ce truc-là, c'est un téléphone. C'est un téléphone portable, mais je pense que tout le monde sachant aujourd'hui qu'on a ça dans les mains. Non, c'est un téléphone, et en plus, ça nous rend esclaves. Et en plus, on voit que pour les enfants, l'apprentissage régresse. On l'a vu dans les pays du Nord, notamment, qui ont, il y a peu de temps, produit un bilan, notamment à cause des tablettes. Pour le coup, l'apprentissage sur tablette, la lecture sur tablette ne permet pas... Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, d'une manière générale, les écrans ne permettent pas d'acquérir les savoirs fondamentaux. Alors, je ne sais pas, il y a une thèse qui est en train d'être faite en ce moment même au sein de la direction de l'éducation nationale. Donc, nous en communiquerons les résultats. Prenons le temps d'étudier ça, d'écouter ça. Mais en fait, c'est ma fille qui fait qui mène l'étude. Alors, je serais impatient de lire le résultat. Je serais vraiment très curieux de ça. Il faudra que tu nous dises. Non, c'est pas elle, ça sert. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est de reconnecter les gens entre eux. Le jour, je voyais que dans un établissement, un EHPAD, ils ont remis un petit bistrot au rez-de-chaussée de l'EHPAD. Et d'un coup, la vie des gens change parce que les personnes qui sont en EHPAD peuvent gérer leur temps, ont le sentiment réel, en plus qu'il y a un moment à eux, qu'ils choisissent le moment où ils remontent dans leur chambre, etc. Tout n'est pas préparé, organisé. Ils ont le temps du bistrot. Je crois beaucoup à la valeur du bistrot, c'est-à-dire l'inverse de la tablette, c'est la reconnexion. Alors Yohann Gillet, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On va bientôt arriver. Si seul le temps passe.
Je sais plus ce qu'il disait Diderot. Seul le temps reste, seul le temps passe. Enfin, quand on fait des citations. Ouais, je les ai oubliées le soir même. Monsieur Thierry. C'est terrible. Donc des questions plus personnelles. Vous partez sur une île déserte. Le bouquin, c'est quoi ? Celui-ci. Mon oncle Benjamin, de Claude Tillier. Ça se passe au XVIIIe siècle. Ouais. Un médecin de campagne, Benjamin Rattry, qui est on va appeler ça comment, un libre penseur, un libre vivant. Mourir pour mourir, que ce soit d'ivresse, le cœur appuyé sur les amis de toujours. Mourir pour mourir, je veux mourir sous tendresse. Car mourir d'amour, ça n'est mourir qu'à moitié. Et quelqu'un qui disait, alors ça c'est pour la version cinématographique, la reprise de ce livre, cette adaptation qui a été faite au cinéma en 1969, si je ne dis pas de bêtises, et qui disait la noblesse est la plus inutile de toutes les choses, et le peuple est bien sot qui se prosterne devant elle. Lisez ça, et mais ça, vous c'est allez devenir voir un match amoureux de de la foot, liberté. Ça vous inspire quoi, tous ces smicards qui vont applaudir des milliardaires en train de pousser un ballon ? Si vous voulez me demander s'il y a, alors je n'emploierai pas ces termes-là, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour mes concitoyennes et mes concitoyens pour employer ces termes-là, mais si vous voulez me dire qu'il y a des paradoxes dans la société, et des admirations à géométrie variable, et des indignations à géométrie variable. Vous vous rendez compte qu'on a dit quand même, on a vendu Mbappé. Non mais... C'est terrifiant une phrase pareille, quoi. On a vendu un homme. Vous n'allez pas je m'en fous qu'il soit très riche, très pauvre. Mais l'homme n'est pas une marchandise. Mais justement, voilà, ça, nous sommes tout à fait d'accord. On en est à dire ça, quoi. C'est quand même dingue. Vous voulez me demander si ça me fait mal au cœur ? Ça me fait mal au cœur. Ok. Sur cette île déserte, un film ? Je pourrais presque pu vous répondre oui. le même, mon oncle Benjamin, puisqu'il a été adapté. Oh, il y en a tellement. Franchement, c'est très compliqué. Mon oncle Benjamin, parce que c'est ce qui nous détend en famille. Quand on le regarde, ça nous réunit tous. S'il faut emporter une idée. La liberté. Ouais. Et la raison. Vous serez tout seul. Comment ? Est-ce qu'on peut être heureux tout seul ? Non. Non ? Je ne le crois pas. Ouais, c'est pas raisonnable. L'homme est un animal social. Et je pense que le bonheur est absolument... il est important d'avoir une part d'indépendance et d'autonomie. Mais je crois que le bonheur, ça se vit au moins à deux. Alors maintenant on arrive à la question surprise. Là, vous avez le choix. Soit vous nous chantez une chanson, oui. Soit vous nous décrivez le monde de demain. Je vais vous chanter une chanson. C'est les plus courageux qui choisissent ça. Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter ? Eh bien, je vais vous chanter celle que j'ai commencé à vous chanter. L'International ? Non, pas du tout. Non, c'était pas ça, c'était quoi ? Non, ça aurait pu, vous savez, parce que je crois beaucoup aux causes internationales qui dépassent les seuls États qui sont en compétition et qui nous mènent parfois droit à l'abîme. Donc l'international, oui, je pourrais, j'y suis sensible à l'international. Non, je vais vous rechanter ce que chante Jacques Brel, mon oncle, dans le film Mon oncle Benjamin, l'homme à l'habit rouge. Mourir pour mourir, que ce soit d'ivresse, le cœur appuyé sur les amis de toujours. Mourir pour mourir, je veux mourir sous tendresse, car mourir d'amour, ce n'est mourir qu'à moitié. Je veux mourir ma vie avant qu'elle ne soit vieille, entre le cul des filles et le cul des bouteilles. Pardon pour la fin, mais enfin ça fait partie de la chanson. Mais il chante bien, hein. Qui a été repris par le chanteur Sohan d'ailleurs, cette chanson. Alors on n'a pas les mêmes goûts musicaux, ça c'est clair. Je dis que ça a été repris par Sohan. Je n'ai pas formulé d'opinion personnelle. Mais il chante juste, Abdel, non ? Il chante très bien. Abdel, je chante juste. Donc félicitations d'Abdel. Tout à fait. Il n'y a que deux. Antoine Maquin. Oui. Antoine Maquin et puis Johan Gillet qui ont osé chanter. Puis qui ont osé chanter. Juste. Moi j'aurais jamais fait une chose pareille, mais c'est parce qu'ils savent chanter qu'ils chantent. Puis parce que la musique c'est la vie. Ouais. Tout à fait. Me semble-t-il. Vous jouez de la musique, vous ? Batterie et piano. Batterie et piano. Et j'aimerais bien me mettre au saxophone bientôt. Il sait tout faire, bon... Non, du tout. Oh là là, très amateur là aussi. Très amateur, mais médiocre, oui, mais il faut aimer. Pianiste et médiocre. Il faut aimer. Alors, une dernière parole, ce sera pour Sacha, un garçon de 3 ans. Qu'est-ce qu'on lui dit à Sacha ? Longue vie, mon grand, et te laisse pas impressionner par ceux qui voudraient te faire croire que tu n'es pas légitime. S'il pleure pour aller à l'école, qu'est-ce que vous lui dites ? Je dirais, mon chéri, papa et maman seront toujours là, qu'ils soient visibles ou invisibles, parce que la question se posera un jour de l'invisibilité. Là, il s'en fout, là, il est en train de pleurer, il hurle, il veut absolument pas aller à l'école. Là, il veut pas aller à l'école ? Ouais, absolument pas. Il est terrifié à l'idée d'aller voir des gens. Ça ne lui ressemble pas. Je vous parle de mon parcours personnel. Ça ne lui ressemble pas. Au cas où vous l'auriez pas. Ça a été profondément préparé, cette histoire d'école. Ça fait 50 ans que je cherche la solution. Il pleurera peut-être, mais j'ose espérer que nous trouverons les mots pour le rassurer. Vous savez, moi, je ne suis pas un pessimiste qui essaie de chercher des issues à tout. Je fais confiance à la force de la conviction. Bon, Sacha, c'est pour toi. Sacha, mon chéri, l'avenir t'appartient. Saisis-le, vis sans retenue, sans réserve, en liberté, mais avec raison. Et Sacha, n'écoute jamais ce que disent tes parents. C'était Parcours sur RFL 101, et à bientôt pour un nouveau parcours.